Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je suis Boris Kimboala. Lorsqu'on évoque l'histoire de la colonisation française et de son héritage en Afrique, chacun y va de son propre narratif. Enfin, tout dépend de quel côté de l'histoire vous vous situez. Si vous êtes africain ou afrodescendant, le discours a plutôt cette tonalité. On ne peut pas rester et on va dire qu'il n'y a pas eu un crime quelque part ou qu'il n'y a pas eu quelque chose de fait. Je pense qu'on a un problème en tant que Français. Par rapport à ça, on ne reconnaît pas forcément ce qui s'est passé dans l'histoire par rapport à tous ces pays-là. On a pillé l'Afrique, on l'a pillé encore jusqu'à aujourd'hui. Vous savez que le franc CFA, le franc africain, est jusqu'à aujourd'hui fait en France. Cependant, si vous êtes non africain ou occidental, la version est tout autre. Moi, vous savez, je ne considère pas que la colonisation fut un crime contre l'humanité. Et je vous répète, moi, je bénis la colonisation française. Ça m'a permis de venir à Paris, ça m'a permis d'avoir accès à la grande littérature française, de découvrir Chateaubriand, de découvrir Pascal, de découvrir Victor Hugo. Je bénis la colonisation française. Mais, quel que soit notre positionnement sur le sujet, il y a d'une part ce que l'on pense, c'est-à-dire nos opinions, ce que l'on croit être vrai, et les faits historiques. Dans cette vidéo, nous allons mettre en évidence comment le chemin de fer Congo-Océan, projet à la base d'un chantier titanesque de voie ferrée réalisé au Congo-Brazzaville entre 1921 et 1934, demeure à ce jour la preuve irréfragable de la puissance dévastatrice coloniale caractérisée par la domination, la violence et de l'exploitation de l'Afrique. C'est la date symbolique marquant l'accession à l'indépendance de notre pays. Vert, jaune, rouge. Ce sont les couleurs emblématiques de notre drapeau national. 342 000 km². C'est l'étendue du territoire national qui regorge d'immenses ressources naturelles. Pétrole, bois, manganèse, gaz naturel, or, fer, diamant, plomb, cuivre, potasse, zinc, fleuves, rivières, océans, savanes, forêts et montagnes. C'est ça notre héritage commun. Celui de nos enfants et petits-enfants aussi. Nul n'a le droit de l'ignorer, nul n'a le droit de le contrer. Tous, nous avons le devoir de veiller sur le Congo. Il y a Bisso Congo, car le Congo... Nous sommes le 9 juillet 1934. Raphaël Valentin Marius Antonetti, gouverneur général de l'Afrique équatoriale française, nommé quelques années plus tôt en remplacement de Victor Augagneur, s'enorgueillit de l'inauguration du chemin de fer qui relie la capitale Brazzaville au nouveau port de Pointe-Noire. Un projet gigantesque de voie ferrée d'environ 512 km réalisé au bout de 13 ans de travaux dans un environnement hostile. Le défi majeur relevé par les ingénieurs français, que le gouverneur qualifie d'aventure civilisatrice et de nouvelles perspectives économiques, de cette nouvelle voie d'accès occulte cependant une réalité bien plus sombre, à savoir travail forcé, la déportation massive et des milliers d'ouvriers. Au début du XXe siècle, les puissances européennes qui se sont reparties l'Afrique lors de la conférence de Berlin en 1885 sont soucieuses de pleinement exploiter les richesses que leur offre le continent. À la tête de 2 500 000 km² de superficie ou de territoire, la France se préoccupe de leur acheminement vers la métropole. Oléagineux, café, bois précieux, cuivre, diamant, ivoire, or, bref, la France veut amasser toutes ces richesses et les acheminer vers la métropole. Or, du moyen Congo jusqu'à son embouchure, le fleuve Congo n'est pas du tout praticable. Par ailleurs, les Belges qui occupent le côté opposé du fleuve, eux ont déjà développé leur chemin de fer qui va de Léopoldville, c'est-à-dire l'actuel Kinshasa, jusqu'au port de Matadi. D'un
point de vue juridique, l'Empire se caractérise par l'appropriation des territoires comme le Congo, le Gabon, l'Oubangui-Chari, c'est-à-dire l'actuelle Centrafrique, le Tchad et le Cameroun, lesquels territoires sont placés dans une zone d'influence dénommée l'Afrique équatoriale française, l'AEF en sigle, qui en assure le contrôle administratif. Et Brazzaville abrite le siège de l'AEF, l'Afrique équatoriale française. L'AEF, par rapport à l'AOF, l'Afrique occidentale française, qui est une autre zone d'influence placée sous le contrôle de l'Empire français et qui comprend des pays comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Bénin, pour ne citer que ces pays-là, accuse un grand retard en termes de développement d'infrastructures. Ainsi, l'AEF doit travailler dur pour combler son retard par rapport à l'AOF et devenir attractive afin d'attirer les entrepreneurs français et occidentaux. Et la France veut faire du Congo-Brazzaville un modèle pour impulser le développement d'infrastructures dans toute la zone de l'AEF. Ainsi, au lendemain de la Première Guerre mondiale, l'administration coloniale décide de se lancer dans la réalisation de grands chantiers. On parle alors de mise en valeur. En 1921, le chantier de la ligne française qui deviendra Congo-Océan est enfin lancé. Ce chantier englobe des travaux de déforestation, de construction de routes et bien sûr de construction d'une ligne de chemin de fer dénommée Congo-Océan. Avec la ligne Congo-Océan, l'objectif de la France est simple, relier la capitale Brazzaville au nouveau port de Pointe-Noire sur l'Atlantique. L'enjeu est de taille et la ligne n'est pas construite pour le bien des Congolais, mais plutôt pour devenir un moyen simple pour acheminer les richesses de toute l'Afrique équatoriale vers ce nouveau port et à partir de ce port vers la métropole, c'est-à-dire la France. Et pour y parvenir, la France ne s'embarrasse ni de l'éthique ni de la morale. Tous les moyens pour parvenir à ses fins étant la seule ligne de conduite. La ligne de chemin de fer est divisée en plusieurs tronçons, mais le tronçon le plus difficile est celui qui part de la côte atlantique et qui traverse tout le massif forestier du Mayombe, long d'une centaine de kilomètres. Le tronçon est confié à la Société de construction des Batignolles, ou SPI Batignolles aujourd'hui, qui est une entreprise privée, et les travaux commencent le 6 février 1921. La Société de construction des Batignolles a la charge d'exercer la régie, c'est-à-dire de procéder à des encaissements de paiements que lui fait l'administration coloniale et à son tour de recruter des petites entreprises qui l'accompagnent dans cette tâche. Mais l'entrepreneur fait face à des contraintes géographiques et la réalisation du projet se révèle beaucoup plus délicat. Car le chantier, l'environnement est traversé par des terrains difficiles, irréguliers, en raison notamment de la présence d'un massif forestier. À cela s'ajoute la rareté de la main-d'œuvre et des difficultés d'approvisionnement en matériaux. Motivé par des considérations purement économiques et de souveraineté pour la France, la construction de cette voie ferrée a été un véritable défi logistique. En effet, selon la convention signée, l'administration coloniale est en charge de fournir à la Société de construction des Batignolles la main-d'œuvre nécessaire à la réalisation de cet ouvrage. Manquant de moyens humains, elle a recours à une main-d'œuvre forcée composée principalement de travailleurs africains recrutés tous azimuts aux quatre coins de toute l'Afrique équatoriale française et au-delà, ce qui occasionne pendant plusieurs années d'importants déplacements de population. Et l'article 4 du contrat conclu le 17 janvier 1925 entre l'administration coloniale et la Société de construction des Batignolles est particulièrement révélateur des conditions de travail de l'époque.
Il stipule que l'administration coloniale devrait fournir tout le personnel indigène nécessaire pour les différentes phases de projet, depuis les phases préliminaires jusqu'à l'exécution des travaux. Un plafond de 8000 travailleurs par an est fixé, mais rapidement, le recrutement pâtit de la réputation du chantier car dans cette région au relief et au climat difficile, l'absence de mécanisation, le manque de nourriture et les mauvais traitements sont autant de facteurs qui dissuadent les volontaires et contraignent au travail forcé. Ils ne mangeaient pas à leur faim, mais devaient travailler, témoigne une personne, fille d'un survivant du chantier. Elle renchérit en disant qu'il y avait des gens qui n'étaient pas forts et qui tombaient malades et qui sur le chantier. Dans le Mayombe, Albert Londres, journaliste français présent sur les lieux pour enquêter sur les faits, est saisi d'effroi face aux traitements déshumanisants et inhumains infligés aux travailleurs. Il rapporte « J'arrive sur le chantier de fer. Là, 300 noirs frappaient des rochers à coups de marteau. C'était la grande hurle. Des contremaîtres transmettaient des règles idiotes avec fureur en commandant à la fois d'attaquer et de s'immobiliser, de monter et de descendre. Il renchérit en disant « J'ai déjà vu construire des chemins de fer. On trouve du matériel sur des chantiers. Mais ici, il n'y a que des noirs. Le noir remplace le camion, la machine, la grue et pourquoi pas l'explosif. » Il faut tout de même rappeler qu'à cette époque, le travail pouvait déjà être mécanisé, mais il était beaucoup plus économique pour la société de construction des batignolles de faire travailler à main nue des hommes plutôt que d'acheminer des engins dans la forêt. Par conséquent, ce chantier sera considéré comme le plus de l'époque. Rien que pour la période de 1925, on dénombre déjà près de 1300 de 1900 en 1927 et presque autant en 1928. Et pour faire face aux lenteurs des avancées de travaux, le gouverneur de l'AEF décide à partir de 1925 d'aller chercher de la main-d'œuvre jusqu'aux confins de l'AEF, l'Afrique équatoriale française. On a dû donc aller chercher bien plus loin que le Congo des hommes et des femmes par la force, par la contrainte, afin de les ramener sur le chantier et de les faire travailler. Des militaires et des contremaîtres ont été envoyés chercher, arracher des dizaines de milliers d'hommes et de femmes au Congo, au Cameroun, au Gabon, en Centrafrique et au Tchad, et on les a installés dans des camps de fortune où ils ont été décimés par la fatigue et à la fin du projet, on dénombrera près de 20 000 Africains qui sont dans ce colossal chantier ferroviaire du Congo-Océan. Le recrutement de cette main-d'œuvre s'est fait de manière forcée dans toute l'Afrique équatoriale française. Une lettre du délégué administratif du gouvernement général de l'AEF à l'ingénieur-chef de division de la société de construction des Batignolles à Pointe-Noire nous renseigne sur l'origine des travailleurs. Le plus important contingent, soit 6000 hommes, provient de Lubangui-Chari, c'est-à-dire l'actuelle Centrafrique, un pays qui est situé à plus de 1500 km du chantier. Ces travailleurs doivent effectuer un long et pénible voyage, d'abord à pied, ensuite en camion, puis en bateau, avant même de commencer leur travail sur le chantier. Les premières années, l'absence de route nécessite le portage du matériel pour l'acheminement sur le chantier. Cela nécessite une importante main-d'œuvre pour qui les risques de blessures graves, voire mortelles, sont très élevés. À cela s'ajoute le terrain, le climat, l'absence de moyens matériels de travail tels que les outils de travail mécaniques, les équipements de protection individuelle et bien sûr les difficultés d'approvisionnement en denrées alimentaires.
Un rapport du 7 décembre 1926 établi par un conducteur de travaux met en lumière l'état de santé préoccupant de ces travailleurs. Il mentionne notamment des affections pulmonaires et souligne l'urgence de fournir des logements décents aux ouvriers. Face aux difficultés liées au recrutement, aux maladies et à la mortalité élevée parmi les travailleurs africains, l'administration coloniale se tourne désormais vers d'autres sources de main-d'œuvre. Elle multipliera des correspondances avec des ambassades étrangères à la recherche de travailleurs étrangers, notamment au Japon et au Brésil. Mais malheureusement, tout cela se révélera infructueux. Finalement, c'est vers la Chine que l'administration coloniale va se tourner, même si l'introduction des travailleurs chinois dans le chantier de Congo-Océan reste un épisode assez méconnu de cette histoire. Cette entreprise macabre sera portée à la connaissance nationale française et internationale grâce à l'engagement des personnalités françaises de gauche, à l'instar de André Gide qui, revenant de son voyage du Congo, écrira en 1925 « Fin de voyage au Congo ». Dans ce journal, il rédige minutieusement toute cette expérience bouleversante qu'il a vécue de ses propres yeux au Congo. Pour ce dernier, l'heure n'est plus à la glorification de l'œuvre coloniale française, mais plutôt à sa dénonciation. Tourmenté par sa conscience, il écrira « Quel démon m'a poussé en Afrique? J'étais tranquille en France, mais maintenant je sais tout, je dois parler. Car c'est un régime qui est en cause, un régime abominable qui encourage et favorise les pires abus, un régime qui ruine un vaste pays, un régime qui asservit et exténue tout un peuple. » André Gide assimile le chantier Congo-Océan à une effroyable machine consommatrice de vie humaine. De retour à Paris en 1927, il publie à la RN, la radiodiffusion de la nation française, son journal « Le voyage du Congo ». Et tout de suite, le scandale est immédiat. André Gide se confiera à son ancien camarade de classe, Léon Blum, député socialiste, sur ces atrocités vécues au Congo. Ce dernier rédigera plusieurs articles pour donner un large écho à son journal Voyage, fin d'un voyage au Congo. Léon Blum ira jusqu'à contester et questionner les fondements de la colonisation vendue par la propagande coloniale aux Français comme étant la plus grande aventure civilisatrice destinée à apporter la science, la connaissance et le savoir-faire à tous ces peuples indigènes qui marchent dans les arbres et qui ne savent ni lire ni écrire. Pour André Gide, rien ne sera plus possible tant qu'on ne se sera pas attaqué à la base de la colonisation, à l'idée de l'infériorisation des Noirs qui justifie en quelque sorte le droit dont s'arrogent les Blancs de réquisitionner le Noir à son service. Donc, en conclusion, lorsque certaines personnalités de l'élite politique française, à l'instar d'Éric Zemmour, tiennent des propos pour dire que la colonisation a été une bénédiction, elles veulent en réalité mettre au même diapason, voire à surévaluer les réalisations matérielles et économiques de la colonisation par rapport aux atrocités commises. Vous pouvez dès lors mesurer le degré de folie qui caractérise de tels propos à la lumière de ce que nous avons exposé dans cette vidéo. Tous ceux qui tiennent de tels propos font preuve d'une malhonnêteté intellectuelle, d'une irresponsabilité morale et d'un manque cruel de lucidité par rapport à l'histoire. Heureusement, Jacques Chirac, lui, la lucidité jusqu'à sa mort ne l'avait jamais quitté, car il avait déclaré ceci.
On oublie seulement une chose, c'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation depuis des siècles de l'Afrique. Pas uniquement, mais beaucoup viennent de l'exploitation de l'Afrique. Alors, il faut avoir un petit peu de bon sens, je ne dis pas de générosité, de bon sens, de justice, pour rendre aux Africains, je dirais, ce qu'on leur a pris. Mais le bon sens, comme le dit Jean-Jacques Chirac, c'est aussi de se demander comment les autorités congolaises, les dirigeants actuels de la République du Congo ont pu laisser cette infrastructure si coûteuse en vie humaine tomber dans un tel délabrement. Lorsqu'on regarde l'état actuel de déconfiture du chemin de fer Congo-Océan, on se demande qui se moque réellement de ces morts. Sommes-nous réellement dignes de cet héritage que nous a légué non pas la France, mais plutôt toutes ces personnes, tous ces Africains qui ont payé de leur vie pour que nous puissions bénéficier de cette infrastructure? C'est l'immense question que les uns et les autres devraient se poser au regard de la situation du chemin de fer Congo-Océan qui, à ce jour, n'est même plus capable d'acheminer des biens et des personnes au départ de Pointe-Noire jusqu'à Brazzaville, en tout état de sécurité. Bref, je laisse les uns et les autres me dire en commentaire ce que vous pensez, quel regard portez-vous sur cette situation, l'état actuel du chemin de fer Congo-Océan. Merci d'avoir suivi, merci de suivre cette vidéo, merci de nous liker, merci de liker, de partager, de commenter, car c'est ainsi que vous nous encouragez à faire ce travail, c'est ainsi que vous aidez notre chaîne également à se référencer sur les plateformes et de nous donner de la visibilité. Continuons à enrichir cet échange, car nous n'avons pas la prétention d'avoir abordé ce sujet de fond en comble. Vous avez sans nul doute des pages d'histoire que vous connaissez, que vous avez pu lire, en lien avec cette histoire que vous pouvez apporter en complément pour enrichir cette vidéo. Merci pour tout, merci de nous avoir suivis. Jusqu'à une prochaine vidéo. Portez-vous bien et à très bientôt. No, I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no, I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against